Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres de ce vendredi 22 mai. Avec plus de 60% des voix, la motion socialiste de Jean-Christophe Cambadélis est arrivée largement en tête et devant celle des frondeurs. Mais à qui profite le vote des militants? Les acteurs du monde de la finance mobilisés pour sauver la planète. À 7 mois de la conférence internationale sur le climat, les banques et les entreprises, souvent montrées du doigt, tentent d'apporter leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous y reviendrons avec notre invité. Et puis comme chaque vendredi, le regard décalé d'Alex Darmon. Cette semaine, le micro-trottoir est consacré à la réforme du collège et la possible disparition de l'enseignement du latin. Mais d'abord, suite du feuilleton sur le nouveau nom de l'UMP, on attendait la réponse de la justice pour savoir si la formation politique de Nicolas Sarkozy allait pouvoir s'appeler les Républicains. Eh bien, il va falloir attendre encore un peu. La décision du tribunal sera rendue mardi prochain. Jérôme Rabier et Mounir Soussi. C'est la première étape à franchir pour que l'UMP puisse changer de nom et se baptiser les Républicains. Le tribunal des référés de Paris était saisi en urgence pour empêcher cette appellation. Des particuliers, des associations et des partis politiques, comme le mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement, ne veulent pas que la droite s'accapare ce titre. Mais pour le trésorier de l'UMP venu à l'audience, les partis politiques peuvent s'appeler comme ils l'entendent. Les partis politiques sont protégés par l'article 4 de la Constitution française. Ils bénéficient d'une liberté dans la façon dont ils s'organisent parce qu'ils jouent un rôle clé et central dans la République française. Une question prioritaire de constitutionnalité a même été soulevée par les avocats de l'UMP avant que les deux partis plaident pendant 3 heures. Face aux nombreux arguments développés, le tribunal a préféré mettre sa décision en délibéré. À la sortie de l'audience, c'est sur l'aspect politique que les plaignants comme l'UMP débattaient. Ils s'arrogent le monopole d'exploitation du titre et ils pourront revendiquer à eux seuls le fait qu'ils constituent le Front républicain. C'est clair, il s'agit du fauné du Parti socialiste qui n'a pas osé venir lui-même et qui a envoyé en éclaireur des partis ou des associations qui lui sont très proches dans le cadre d'une manœuvre qui n'a pas d'autre but que d'essayer de déstabiliser l'UMP quelques jours de son congrès. La décision du tribunal des référés sera rendue mardi en début d'après-midi. Moins de 2 jours avant l'ouverture du vote des militants qui doivent valider ou non le changement d'appellation du parti. À qui profite le résultat du vote des militants socialistes? La motion portée par le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis est arrivée largement en tête. Une motion soutenue par l'exécutif. Les coulisses du vote sont expliquées par Cécile Sixou. Bonne nouvelle pour François Hollande et ses ministres, la motion A, celle qu'ils soutiennent, est arrivée en tête du vote des militants avec 60%. C'est la motion en effet du rassemblement qui est arrivée en tête. C'est la motion qui dit le soutien du Parti socialiste à l'action du gouvernement. C'est une bonne chose qu'elle soit arrivée en tête, bien sûr. C'est celle que je soutenais. L'autre grand gagnant de ce vote, c'est Jean-Christophe Cambadélis. Après avoir rallié Martine Aubry à son camp plutôt qu'à celui des frondeurs, l'actuel chef du PS obtient la majorité absolue, de quoi le rassurer sur l'avenir du parti. Il sort de la crise, il y a une majorité, donc il y aura une majorité absolue au Bureau national, au Conseil national. Et maintenant, c'est la stabilité pour le Parti socialiste. C'est très important. Côté frondeur, la motion B a elle fait 29%, de quoi peser dans le parti pour Christian Paul, son premier signataire. Je pense que nous avons réveillé le Parti socialiste qui était en hibernation depuis 3 ans. Un tiers des militants socialistes qui nous ont rejoints, qui nous ont soutenus, qui ont animé le débat dans leur section, je considère que c'est une dynamique importante pour la gauche. Importante, mais pas suffisante. Jeudi, les militants doivent choisir le secrétaire général. Sans surprise, Jean-Christophe Cambadélis devrait s'imposer face à Christian Paul. Pour faire de la COP 21, la conférence internationale sur le climat, un succès, le gouvernement veut mobiliser la finance mondiale. Cette semaine, les banques et les entreprises avaient donc rendez-vous au siège de l'UNESCO à Paris pour apporter leur contribution. Quentin Calmet.
2 jours après l'opération séduction de François Hollande devant les entreprises, c'est au tour de Michel Sapin de faire les yeux doux au monde de la finance. L'objectif du gouvernement est simple, convaincre les acteurs de la finance mondiale de s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette finance, désignée comme l'adversaire lors du discours du Bourget en 2012, c'est à elle que s'adresse désormais l'exécutif dans son combat écologique. La finance, elle a ses débordements. Elle a ses exagérations, elle a ses spéculations, il faut les combattre. Et la finance, elle a aussi ses objectifs au service de l'économie, au service des gens. Et avec l'ensemble du G20, nous devons être là, présents, pour qu'il y ait des règles dans le domaine de la finance et donc du financement des énergies à bas carbone, pour qu'il y ait une mobilisation de cette finance internationale. Donc voilà, nous sommes au premier rang des décisions, mais aussi au premier rang des mobilisations qui sont indispensables pour réussir. Et pour agir sur la finance, Michel Sapin dispose d'un bras armé puissant. La Caisse des dépôts et 15 milliards d'euros mobilisés en faveur des énergies renouvelables. Alors ça concerne aussi bien ce que nous pouvons faire en termes de prêts, ce que nous pouvons faire en termes d'investissement en fonds propres. On va les multiplier par 2. L'essentiel, c'est que on sorte d'une logique où on essaye de badigeonner de couleur verte les activités financières pour rentrer, je crois qu'on y entre maintenant, dans une nouvelle ère où les activités financières intègrent dans les raisonnements économiques et financiers l'économie climat. Prochaine étape après la finance, c'est aux collectivités territoriales d'entrer dans la danse de la mobilisation climatique. Et la conférence internationale sur le climat aura lieu à Paris à la fin de l'année, mais avant, on poursuit la réflexion avec notre invité. Géraud Guibert, bonsoir. Vous êtes donc président du think tank de la Fabrique écologique. Cette semaine, on l'a vu, était organisé au siège de l'UNESCO, le rendez-vous du monde des entreprises et de la finance pour préparer la COP21, la grande conférence climat qui aura lieu à Paris en décembre. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est important de solliciter tous les acteurs pour trouver des solutions face au défi du réchauffement climatique? Je crois que c'est absolument essentiel. Le monde économique, que ce soit les entreprises ou les banques d'ailleurs, ont un rôle majeur à jouer pour une raison très simple, c'est que qu'est-ce que c'est que la transition énergétique finalement? C'est de remplacer, par exemple pour vous, de remplacer votre chauffage au gaz, etc., par une isolation que va faire une entreprise artisanale avec vous aurez besoin d'avancer des capitaux pour faire ça, vous aurez besoin de salariés pour le faire, et donc vous aurez besoin d'entreprises pour faire cette transition énergétique. Et donc le fait que les entreprises se mobilisent est absolument essentiel. Alors naturellement, dans une conférence internationale, il y a des mots qui sont dits et il y a des actes derrière. Et c'est là où évidemment il est important que les actes suivent, et les actes ne suivront pas forcément spontanément. Alors on va en venir. La transition énergétique est génératrice d'emplois, c'est-à-dire quels sont les chiffres? Alors les chiffres, les données sont très variables selon les études, mais globalement tout le monde reconnaît qu'elle est en effet créatrice d'emplois de façon importante, surtout d'ailleurs en termes d'isolation thermique des logements et en termes d'investissement propre de la part des entreprises. Et c'est très certainement plusieurs centaines de milliers d'emplois sur quelques années qui peuvent être créés par la transition énergétique. Mais moi, je n'aime pas tellement afficher des emplois parce que, en réalité, les emplois, ce sont les entreprises qui les créent. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les entreprises, en effet, soient mises en situation pour pouvoir enclencher cette transition énergétique. Oui, mais c'est pas négligeable parce qu'on se rend compte que dans bon nombre de situations, les arguments économiques pèsent plus souvent que les arguments sanitaires. Oui, absolument, et c'est pour ça qu'il faut en effet le dire. Mais il faut insister sur le fait qu'il faut aussi qu'il y ait des conditions économiques à ce que les entreprises agissent en faveur de la transition énergétique. Ce n'est pas simplement par leur bonne volonté, la bonne volonté est bien entendu importante, ce n'est pas simplement par leur bonne volonté qu'elles vont se diriger vers ces secteurs. Ce qui veut dire que les mesures incitatives ne suffisent pas, il faut des mesures contraignantes, si oui, lesquelles? Ce qui veut dire par exemple qu'il faut que le carbone ait une valeur. Pour faire rapide, ça veut dire que soit qu'il ait un prix, soit que les émissions de gaz carbonique aient un prix, soit tout simplement qu'on arrête d'inciter à une économie carbonée. Et par exemple, c'était cité ce matin dans la conférence bancaire, il y a encore aujourd'hui toute une série de subventions aux énergies fossiles qui donc
paradoxalement, diminue le coût de ces énergies fossiles par rapport aux énergies propres. Et donc, il est très important que les incitations économiques soient mises en place pour que les entreprises trouvent intérêt à investir dans la transition énergétique. Et donc, l'articulation entre les pouvoirs publics, l'action publique et l'action des entreprises est absolument au cœur de la transition énergétique. Est-ce qu'il faut se méfier du double discours parfois de certaines entreprises ou de certaines banques? Oui, il faut s'en méfier, je n'en sais rien. En tout cas, il faut être lucide. Nous, d'ailleurs, à la Fabrique écologique, nous avons un groupe qui travaille sur le greenwashing. Et nous savons bien que ça existe, le greenwashing. En même temps, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'un discours d'une entreprise l'oblige d'une certaine façon, vis-à-vis de ses partenaires, à agir. Même si ce n'est pas suffisant, même si ce n'est pas... Mais le fait qu'une entreprise se fixe des objectifs, par exemple, d'investissement dans l'économie décarbonée, est quelque chose de positif parce que ça l'oblige à agir, même si elle n'agit pas autant qu'il le faudrait. Dernière chose sur le double discours des entreprises, il y a certaines entreprises qui vont en tout cas avoir un comportement écologique responsable, par exemple en Europe ou sur le territoire français, mais qui dans d'autres pays, en Afrique ou ailleurs, là, n'auront plus du tout ce même comportement. C'est sûr. C'est pour ça qu'il faut des réglementations et des normes au minimum européennes. Et il faut que ça soit pris en compte, y compris dans les négociations commerciales multilatérales. Donc il y a un ensemble d'éléments qui doit faire que le monde progressivement change de modèle de développement. Mais ça, encore une fois, ça ne viendra pas spontanément. Naturellement, la mobilisation des entreprises est importante et moi je me réjouis beaucoup qu'il y ait ces mobilisations d'entreprises, mais ça viendra bien d'une action conjointe des gouvernements et des entreprises et ça reste encore à inventer. Ce seront les mots de la fin. Merci Jérôme Hubert d'être venu sur notre plateau. Faut-il avoir fait du latin pour réussir sa vie? C'est la question qu'est allé poser notre reporter Alex Darmon au ministre, alors que l'exécutif est sous le feu des critiques avec sa réforme du collège. C'est comme chaque vendredi, le regard décalé du micro-trottoir. Wingardium Leviosa. C'est du latin ça? Non, c'est Harry Potter. Dans le micro-trottoir, on parle de réforme des collèges avec la ministre Najat Vallaud-Belkacem qui veut refonder les programmes notamment en latin, grec et allemand. Mais est-ce que les ministres ont fait du latin d'abord? On va leur demander. La réforme des collèges, on perd mon latin. Alors peut-être bientôt l'allemand, je ne sais pas. Mais... Si vous en avez perdu votre latin, il y en a beaucoup qui l'ont perdu et qui n'auront plus l'occasion de le pratiquer. Benbassa, c'est du latin ou pas Benbassa? C'est pas du latin, non, pas encore. Ave Ministrum. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment surpris de vous voir dans le quartier latin aujourd'hui. C'est pas trop la période. Vous étiez fort en latin ou pas vous? Je me débrouillais, oui. Dur à l'ex et de l'ex. Ah, la loi est dure, mais c'est la loi. Et je la connais. Asinus asinum fricat. Ah, je la connais pas celle-là, c'est quoi? Je vous la laisse. J'ai fait beaucoup de latin, parce que j'ai même été agrégé de lettres. La réforme du collège, c'est de nouvelles pratiques pédagogiques pour faire mieux réussir les élèves. C'est une réforme qui mériterait d'être vue, un peu, mais... Qu'est-ce qui faisait du latin grec? Alors, avinus, avinum frecat, qu'est-ce que ça veut dire? Les imbéciles se congratulent. Asinus asinum fricat, c'était ce que me disait notre prof de latin quand j'étais au lycée, à chaque fois qu'on se copiait les uns sur les autres. C'est pour mieux faire réussir les élèves? Voilà. Dans quel sens? Comment? Je vais l'expliquer là. Bon, je vais vous écouter. Je vais vous écouter. Merci. Écoutez avec attention. Mais toujours. Vous copiez beaucoup alors, ça veut dire? On communiquait, on échangeait, vous êtes déjà des travaux de groupe. Vous avez fait du latin quand vous étiez avec... Absolument. Un mot. Beaucoup d'allemand aussi, j'étais dans un lycée franco-allemand. Je suis content de vous voir parce que moi non plus j'ai pas fait de latin. Ah oui? Ouais, et je pensais que je pouvais pas devenir ministre. Et après votre déclaration d'hier, bah là j'ai l'espoir. Eh ben oui, voyez. Donc si vous voulez, il faut quand même que je vous donne des conseils. Oui. C'est quand même pas facile. Hein. Mais ça peut aider quand même le latin. S'ils savaient déjà écrire le français, les élèves, ça serait bien. Et vous croyez qu'il y a une trop grosse polémique autour de... Oui, je pense. Pourquoi ils s'enflamment comme ça, l'opposition? Il faut leur poser la question. D'accord. Vous allez leur demander ou je leur demande? Non. Je vous fais un retour si vous voulez quand je passe la semaine prochaine. En latin. En latin. En latin. Je vous le ferai en latin. Ouais. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez un nouveau numéro de la Politique CNet présenté par Caroline Deschamps. Passez une belle soirée et un très bon week-end sur Public Sénat.